Ah, OK. De 95 $ et toi. Donc, dans 3, 2, est-ce que tout le monde est logué? Parce que là, j'ai 12 participants. Il y en a un là, qui n'est pas connecté sur le Kahoot. Non, 9, 10. Il manque un dernier joueur. Y en a-tu un qui a de la difficulté à se loguer? Est-ce que c'est moi ou on n'est pas beaucoup d'élèves dans le cours, en général? Oui, en général, on est plus que ça, mais. Hein? Puis en plus, je fais un Kahoot, donc je vous donne les questions du quiz aujourd'hui. Bonus pour les présents. Donc, on débute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se connecter sur le Kahoot? Oui, moi. OK, Eunice, c'est quoi ton problème? Est-ce que tu as l'application sur ton téléphone? Non. OK, tu peux aussi t'ouvrir un autre navigateur puis rentrer sur kahoot.it. Mais il faut que tu sois capable de voir le share pour voir les questions, puis tu réponds sur soit l'application, soit kahoot.it. Bonjour Ok. Gildar, ça va bien? Bonjour, monsieur. Oui, ça va très bien. Je te demanderais d'utiliser ton téléphone pour le Kahoot ou de t'ouvrir un autre petit navigateur et de rentrer sur kahoot.it. Ah, ok, parfait. Je vais faire ça maintenant. Et Eunice, je te rappelle, Est-ce que vas-y, pouvez-vous me donner le PIN? Le PIN, c'est quoi? il est là en gros dans ton écran. 762 Je ne le vois pas. Ah, ok. 3100. Ah, au complet. Ah, ok. Merci Ali. Ouais. On a perdu quelqu'un. Gildard, es-tu logué pour le Kahoot? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas logué en ce moment? Zaïd, on va le laisser se reconnecter. Mais monsieur, c'est pas nos noms, c'est tout. Ben, c'est comme le système qui a choisi nos noms. Oui, c'est ce que je veux dire, Ah, c'est que oui. c'est ça. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu as une mauvaise réponse, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, moi, c'est au total. Fait que comme ça, moi, je trouve ça le fun. Le monde ne sent pas qu'ils sont jugés. S'il y avait vos noms, des fois, tu sais, il y a une matière que tu as moins bien compris, tu as 18%, puis tout le monde là dans la face, tu sais, c'est comme un peu poche. Alors, moi, j'aime ça, Kahoot, parce qu'il n'y a pas de nom. On répond tout ensemble pour se pratiquer. Et à la fin, ben, questions-réponses sur les questions qui ont été là. Ça me fait plaisir de le reviser avec vous. Donc, tout le monde est prêt? Parfait. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est sur le cours d'architecture, tu as votre premier cours. Vous voulez les questions en plus. Donc, plusieurs réponses. Une instance de BD Oracle est composée de grandes composantes. Lesquelles? Je vous aide. 2 réponses. Cinq secondes. OK. Alors, une BD Oracle, 2 grandes composantes, les processus et les structures mémoire et les fichiers. Souvenez-vous du petit diagramme. Prêt pour la prochaine question? C'est parti. Bravo au lion et au condor. Quiz encore. Plusieurs réponses, 2. Le stockage Oracle se compose en 2 concepts.
lesquels? Métaphysique, logique, physique et sophisme. Ah, 9 réponses, allez. All right. Ah, vous n'étiez pas loin. Je suis heureux, métaphysique en a pas mieux. En fait, c'est effectivement physique et logique. Oh, on a eu tout un changement. Lyon toujours même, mais là, le ferret le rapproche d'un furet, ça, si je ne me trompe pas. C'est parti. Une seule bonne réponse. Au plus haut degré logique, une base de données est composée de quoi? D'index, de table, de segment ou de tablespace? C'est effectivement tablespace au plus haut niveau. C'est les tablespace qui ensuite se décomposent. Oh, Space Lion est en feu avec 3 bonnes réponses. Quiz. Une seule réponse. Mettez dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Bloc, tablespace, extent, segment. Si vous avez compris c'était quoi le plus haut niveau, ça va être le premier de la question d'avant. Et il y a une seule bonne réponse qui commence avec le plus haut niveau. Le plus petit, vous souvenez-vous, c'est quoi? Et voilà, effectivement, c'était en haut, tablespace, ensuite segment, extent Oh, et bloc. j'avais mal vu. C'était en décroissant. Oui, c'est pas grave, j'aurai pas les points. Oh, oh, oh. Quail, c'est quoi comme animal? C'est quelqu'un qui le sait? Ça vaut la peine de faire une recherche. Y a-t-il un U que j'ai pas vu? C'est une caille. Bon. Alors, on a le lion suivi de la caille et la panthère. Partie quiz. Un tablespace, faute d'orthographe, est composé physiquement de quoi? Plusieurs segments, plusieurs extents, un et un seul fichier, un ou plusieurs fichiers. C'est un tablespace. C'est effectivement un ou plusieurs fichiers. Les externes, c'est du côté logique. Ça existe, mais c'est une division logique. Et la panthère se retrouve en chasse au lion. Vrai ou faux? Facile. Une BD Oracle doit contenir un tablespace temporaire. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai, c'est obligatoire. Oh, Olivier vient joindre à nous. Eh bien, la panthère et le lion sont en tête, mais la caille se rattrape suivie du furet. Vrai ou faux encore? Un segment ne peut contenir qu'un seul type d'objet. C'est soit une table, soit un index, une vue, mais un segment ne peut avoir qu'un seul type d'objet. Vrai ou faux? C'est effectivement vrai. Olivier, si tu es avec nous, tu peux ouvrir sur ton téléphone cellulaire, si tu l'as, l'application Kahoot, K-A-H-O-O-T. Sinon, tu peux aller ici. Et le PIN est juste en haut. Merci, Ali, de l'avoir écrit. Mais toi, tu ne le verras pas parce que tu es arrivé après. Je vais le copier-coller.
Prêt? Pour la prochaine question, un autre vrai ou faux? La cohérence de lecture permet à un utilisateur de voir ses propres changements même s'ils ne sont pas committés. Donc, tu fais un insert, un update, un delete, tu ne commites pas, mais si tu fais un select, tu es capable de voir tes changements à toi. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. La cohérence de lecture, c'est ce qui me permet à moi de voir mes propres changements, même s'ils ne sont pas sauvegardés dans la base de données. Oh! Et la panthère, la caille, le furet sont passés devant le lion. 3, 2, 1, c'est parti. Vrai ou faux encore? La cohérence de lecture permet à un autre utilisateur de voir les changements non committés de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai des changements non committés, je suis à la même base de données et je ne suis pas celui qui les a faits. Est-ce que je les vois? C'est ça la question. Vous êtes hot. S'ils ne sont pas committés, la seule personne qui peut les voir, c'est celui qui les a faits. Et ce mécanisme-là s'appelle cohérence de lecture. Read consistency. Eh bien, la panthère se tire devant presque 6000 points. Le plus petite unité de stockage logique d'une BD Oracle, c'est quoi? Plus petit. Logique. C'est un bloc. Table space, segment, extent, bloc au niveau logique. Et la panthère est en feu. Là. Multisélection. Quels sont les 3 types de fichiers les plus importants d'une BD Oracle? On a des grosses chances d'avoir beaucoup de points là-dessus. Là. Eh bien, effectivement, vous avez à peu près tous raison. Les security logs, on n'a pas vu ça. Alors, les 3 fichiers les plus importants d'une BD, les control files, les redo logs et les data files. Oh, la caille est repassée devant et le lion fait un comeback, mesdames et messieurs. Vrai ou faux? Un extent est composé de blocs non contigus. Junior, si tu veux rejoindre notre chaos, j'ai posté l'information. Et la plupart d'entre vous ont eu raison. Un extend, c'est composé de blocs qui se suivent à la queue leu pour que la BD puisse les lire plus rapidement. Et la caille est devant, mais suivie très près par le furet. Un vrai ou faux? Les control files comprend les données des utilisateurs. Les control files, ce ne sont que des pointeurs vers les autres fichiers. Les données se trouvent dans les data files. Oh, la panthère fait un retour. 3, 2, 1, c'est parti. Vrai ou faux? Les redo logs comprennent toutes les transactions de la BD. Regardez comme ils sont jolis, les petits canards. Allez, les timides. C'est vrai. Donc, chaque fois que tu fais insert, update, delete, l'information s'en va dans
l'iridologue. On achève. L'avant-dernière question. Je suis le processus responsable de l'écriture des ridologues. Qui suis-je? Effectivement, LGWR. WR, c'est pour writer dans les processus et LG, c'est pour log. DB, c'est le database writer. Eh bien, le lion est revenu en deuxième place. Il est revenu en lion. Et c'est parti. Je suis le mécanisme qui copie les ridologues dans un endroit sûr. Qui suis-je? Mode archive, copie à froid, copie à chaud, copie de sûreté. Wow! Pratiquement tout le monde a eu bon. C'est effectivement le mode archive. Et maintenant, on va voir qui a gagné la partie. En troisième position avec 12 000 points, la panthère. Suivi du lion. Et en première position, la caille. Ouh! Eh bien, bravo. Donc, comment vous trouvez ça comme méthode pour reviser la matière d'un cours? Ceux qui n'aiment pas ça, écrivez dans le chat. Moi, je trouvais ça le fun, là. C'était une bonne façon. Ouais, c'est amusant. C'est moins poche que le prof qui pose des questions, puis il y en a un qui ose répondre, puis il se fait dire c'est pas bon, ou personne ne dit rien. Ça, moi, j'aime le côté anonymité. Ça fait que même si tu n'as pas eu le temps de reviser tes notes, si tu essayes une réponse, pour au moins tu les as lues, tu les as revisées. Et question difficile, il y en a eu deux. Alors, c'est ces deux-là. Une instance de base de données composée de grandes composantes. Si vous vous souvenez, je vais vous montrer le PowerPoint. J'aimerais ça qu'on vise les questions qui ont été manquées par tout le monde sans exception. C'est cette slide-là. Les structures mémoire qui sont ici avec les processus et les processus disques. Mais moi, l'image que j'aime le plus et que vous allez avoir en quiz, je vous le dis, celle-là, là, elle va être dans le quiz. Là. Alors, on voit ici tout ce qui est ici, là, qui est les rectangles qui ont pas des coins ronds. Les rectangles pas de coins ronds, ce sont des processus. Les rectangles au coin rond, ce sont des structures mémoire. Donc, on a les structures mémoire et les fichiers. C'est ce qui constitue à très haut niveau une instance de base de données. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter parce que vous avez figé à un moment donné? Ah, ben oui, ça me fait plaisir. Alors, je reviens ici. Une base de données au plus haut niveau, c'est composé de deux choses. Je vous dirais, tout ce qui est entouré là, ici par ma souris, qui se trouve à être les boîtes carrées, les boîtes au coin rond. Boîte carrée, processus, boîte au coin rond, structure mémoire. Alors ça, c'est chargé en mémoire vive. Et l'autre, ce sont ce qui a l'air des petits cylindres, ce sont des fichiers. Donc, une BD Oracle, c'est ces deux-là ensemble. Tes processus avec ta structure mémoire et tes fichiers. Est-ce que ça a répondu à ta question, André? Oui, merci. Avec plaisir. Donc, monsieur, si je comprends bien, les rectangles avec des coins ronds, c'est les processus fichiers, si je comprends bien, c'est ça? Non. Ceux qui ont des coins ronds, c'est les structures mémoire. Donc, Okay. le SGA,
Ça se trouve être le système Global Area. Vous n'avez pas besoin de le savoir, mais je te dis, il est là. Il est composé de mémoire tampon pour la BD et mémoire tampon pour les régulologues. Ça, c'est une structure mémoire. Et tous les carrés, ou les rectangles, devrais-je dire, ce sont des processus. Ce qui reste en dessous ici, ce sont des fichiers. Donc, une BD, c'est des structures mémoire et des processus ensemble avec les fichiers. Est-ce que ça a répondu à ta question, Junior? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Vrai ou faux? Un segment ne peut contenir qu'un seul type d'objet. Ben ça, il fallait le savoir. Dans un segment qui est composé d'extent, un segment de table, ça contient juste des tables. Donc, les segments ont un type. Et si on regarde ici, on va tourner sur nos segments, qui est à peu près ici. Oups, segment. Donc, l'espace occupé par un objet dans un table space est appelé segment. Un segment est un ensemble d'extents alloués qui appartient à un table space. Lorsque un segment est créé, un ou plusieurs extents lui sont donnés. Et on voit ici qu'une table s'est mise dans des segments de type data. Puis après ça, il nous dit segment de données, espace occupé par les tables. Segment d'index qui est différent, espace occupé par les index. Et segment d'annulation et segment temporaire. Donc, ce sont tous des segments différents. Donc, on ne peut pas avoir des tables puis du temporaire dans le même segment. Est-ce que c'est mieux compris? All right. Qui ne dit mot consent? Donc, maintenant, je vais vous faire un laboratoire sur ce qu'on a vu dans le dernier PowerPoint. Alors, on va tranquillement, pas vite, pogner le labo. Parce qu'il faut que ces concepts de sécurité-là qu'on voit soient maîtrisés. Donc, ouvrez individuellement votre présentation de utilisateur, rôle et profil. Puis moi, je vais en profiter pour vous mettre le laboratoire devant vous. J'ai deux fois le même. Intéressant. OK. Alors, au lieu d'utiliser, vous, démo, utilisez test. Partout où vous voyez démo, parce que vous l'avez déjà créé, c'est une pratique, utilisez test. Donc, test 02, test 03, et je vais aussi déposer ça. Monsieur, j'arrive pas à trouver le labo 1. Non, je m'en vais vous le déposer, mais vous pouvez tranquillement, Ok. pas vite. Oups, je vais le faire en PDF. Le PDF est fait et je vais vous le déposer dans les A.
Donc, je vais quand même vous le mettre dans semaine 1. Laboratoire utilisateur privilège. Alors, il est 3h30, pause jusqu'à 3h35. On continue le labo. Quand je reviens, ceux qui ont des questions, vous pouvez me les adresser directement dans le chat pour faire le labo ou vous pouvez me parler, là, il n'y aura pas de problème. Je vais me chercher un petit verre d'eau. Alors, à tantôt la gang, je vais mettre en pause l'enregistrement. Okay. Donc, la partie importante à retenir du laboratoire dans un premier temps, c'est d'être en mesure de créer des utilisateurs et après ça, être en mesure de créer des connexions. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui a eu de difficulté avec ce bout-là. Par contre, les comptes qui sont créés sous le principe d'aucun droit. Il faut donc leur donner des droits. Les privilèges système doivent être donnés par CIS ou un DBA. Et là, ici, on donne Create Session et Create Table à usager démo 2 with Admin Option, ce qui fait que lui, après ça, va être capable de les donner. Donc, on se connecte comme démo 2 et le Create Session, Create Table, il va les donner à démo 3. Si on enlève un privilège en tant que CIS, je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé à ce qui avait été donné à with admin option à démo 3? La réponse, un privilège système qui a été donné with admin option, si tu l'enlèves à celui qui l'a donné, ça ne change rien à ceux qui l'ont reçu. C'est important à comprendre. Contrairement aux privilèges d'objets qui, eux, s'ils ont été donnés with grant option, quand tu l'enlèves à celui qui l'a reçu, tous ceux à qui lui l'avait donné vont perdre leur privilège. Donc, on arrive avec les privilèges objets. À l'aide du compte CIS, on va créer un rôle. Et on va donner les droits with grant option. Ici, on se rend compte, et moi j'ai un doublon dans mon... Je vais poser l'enregistrement. Alors, on reprend sur les privilèges objets. Pour avoir le droit des données, il faut avoir le droit de DBA sur toutes les tables, comme CIS, ou il faut être celui qui possède les tables. Donc, dans le cas ici du compte Scott, on va donner les droits de Select Insert sur les tables Scott EMP à démo 2 with Grant Option, ce qui va permettre à démo 2 de donner les droits de Selected Insert à démo 3. Je me connecte avec démo 3, je suis capable de le sélectionner. Je reviens comme étant Scott et j'enlève le privilège de Select à démo 2. Et là, on regarde qu'est-ce qui se passe. Théoriquement, je n'ai plus le droit de sélectionner en tant que démo 3 et en tant que démo 2, puisque les droits qui sont donnés with grant option, si je les retire à celui qui les a reçus, tous ceux à qui lui les a donnés vont les perdre. Et on arrive ici avec les rôles. Alors là, on crée un démo rôle, on ajoute les privilèges aux démos et on essaye de mettre l'option grant. Tu ne peux pas donner à un rôle
des privilèges avec Grant, donc on le refait, mais sans le Grant Option. Je me connecte comme démo 2. Si j'essaye d'afficher la table DEPT, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas. Donc, là maintenant, à l'aide de Scott, c'est 6. Puisqu'au début, je l'ai fait avec 6. Je vais donner le rôle à démo 3. Je me connecte avec démo 3 et il faut activer le rôle un coup qu'on l'a reçu avec 7 rôles, démo rôle. Et après ça, je vais être capable de sélectionner les tables ici. Après ça, je supprime démo rôle. Et là, tout ce qui m'avait été donné avec le rôle, je l'ai perdu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, ça va. Monsieur, désolé, la commande pour activer le... Attends une minute, tu peux-tu parler juste un petit peu plus fort ou plus proche de ton micro? On ne t'entend pas bien. Oui, monsieur. Pour la commande pour activer... Le rôle? Oui, s'il vous plaît, c'était quoi déjà? Je l'ai souligné en jaune. Ah, merci. Et on peut aussi modifier l'utilisateur avec un alter user set default role pour activer un rôle par défaut. Ce qui se trouve à être ici. Donc, tu peux faire soit set role, le nom du rôle, quand tu es connecté comme utilisateur pour activer les droits qui sont donnés par le rôle, ou en tant que sys, tu peux modifier l'utilisateur, faire un alter user, nom d'utilisateur, default role, le nom du rôle. Est-ce que c'est plus clair? Donc, on peut donner des droits à un rôle à un utilisateur, mais il ne faut pas oublier que quand l'utilisateur se connecte, le rôle n'est pas activé par défaut, à moins que ce soit un default role. S'il n'est pas activé, si tu veux t'en servir, il faut que tu fasses un set role. C'est bon? Là, il est 5 heures, vous méritez une pause et on va commencer la matière du prochain chapitre après la pause. Et dans les choses importantes, c'est de comprendre l'esprit du gestionnaire. Puis lui va se déterminer des politiques et que nous, en tant que personnes techniques, on va être obligés d'implanter. Fait qu'on va commencer à regarder le monde au travers de la lentille du gestionnaire qui est imputable pour la responsabilité des données. Alors, si on parle de sécurité, on parlait de sécurité des applications, mais la sécurité des applications, c'est dans le but de sécuriser les données. Hein? Soit l'accès aux données, donc c'est vraiment dans le cadre plus large de l'infrastructure informationnelle d'une entreprise. En ce moment, la sécurité des données, on a de plus en plus de facilité en tant que personne technique à expliquer à nos gestionnaires que c'est important. En fait, il y a un avantage dans le vol de données qu'il y a eu, entre autres, chez Desjardins. Ça l'aide à conscientiser sur l'importance de la sécurité des données. Donc, si on regarde ici, on a « 25% des incidents sont du fait personnel interne. En fait, ça a nettement augmenté dans les dernières années. Si je m'en viens juste ici. Okay, j'ai fait un remplacement, c'est bon. Oh. Alors, à l'heure actuelle, on parle plutôt de 50% des incidents qui sont le fait de personnes internes, qu'on appelle aussi des initiés. Donc, c'est du monde qui travaille à l'interne qui ont l'accès aux données plus facilement que l'externe. Parce que l'externe est à l'extérieur du périmètre. C'est difficile pour quelqu'un de l'externe de venir voler des données sans laisser de très grosses traces. Donc, et souvent,
le fait de donner accès à nos données, ben, c'est par exemple parce qu'un laptop corporatif a été utilisé avec un accès VPN, parce qu'il y a une clé qui a été égarée. Alors, ce qu'on veut, en utilisant l'acronyme GRC, c'est sécuriser les données. Puis GRC, c'est un acronyme qui tient le lieu de gouvernance, risque et conformité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, la gouvernance? Puis qui est prêt à se risquer, soit dans le chat. C'est un peu le fait de se gouverner soi-même, c'est l'état de gouvernance que tu as sur toi, de contrôle. Bon, merci, c'est précis, Alexandre. Effectivement, la gouvernance, c'est la façon dont tu vas gouverner et d'implanter des mesures de contrôle. Si on fait une belle petite recherche Google, puis on regarde la définition de gouvernance, manière de gouverner, d'exercer le pouvoir, est-ce que j'ai Wikipédia? Ça a l'air de rien, dû que ça s'est amélioré dernièrement, Wikipédia. Alors, gouvernance, c'est de façon générale représentant la manière dont un domaine est gouverné. Donc, c'est comment sont prises les décisions. Et un système de gouvernance guide la façon dont les décisions vont être prises. Et là, ce qui veut dire que dans le cadre de la gouvernance, on va s'asseoir sur de la réglementation existante. On va être obligé de la respecter. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui ont déjà entendu le mot Sarbanes-Oxley? Et, alors, Sarbanes-Oxley, c'est un ensemble. Si on met ça, français. OK. Donc, suite au problème de volatilité des marchés de l'an 2000, il y a deux sénateurs, Paul Sarbanes et Mike Oxley, qui ont dit qu'il faut que les entreprises soient plus imputables de leurs actions dans le but que l'information financière soit plus réelle, donc qu'on ait moins de fraude. Et entre autres, Sarbanes-Oxley dit que les dirigeants d'entreprise doivent maintenant signer les états financiers et sont imputables directement. Et là, on en a plein. Si on œuvre dans le domaine de la santé, on a HIPAA qui s'applique. HIPAA gère la façon dont toute l'information de la santé doit être gérée. Et c'est toutes les règles de privacy en français, de l'information qui doit demeurer privée, donc doit être faite. Et encore là, les entreprises sont imputables. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le programmeur ou la personne qui gère les infrastructures d'une base de données? En fait, si tu n'as pas pris les mesures pour respecter l'information privée des gens, tu te trouves à être imputable directement. Donc, ce sera une compagnie qui possède de l'information privée qui regarde la santé d'Américains. Tu pourrais même être poursuivi au personnel. Alors, c'est des lois qui ont une très grande portée et qui est important
que vous compreniez. Si vous avez une compagnie qui possède des cartes de crédit, c'est le PCI qui est important. Et le PCI, c'est tout ce qui gère l'information des paiements. Et par là, j'entends, entre autres, les cartes de crédit. Pire, le PCI dit, si tu traites des cartes de crédit dans ton entreprise, tu dois avoir un antivirus, tu dois avoir un firewall, tu dois... Alors, on comprend que c'est très, très large, là, les normes PCI. Et il est important de comprendre que votre travail ne se fait pas dans le vide. Donc, il se fait souvent sous le cadre d'une loi que probablement vous ne savez pas. Donc, vous avez un travail à faire en tant que programmeur, responsable d'infrastructure, pour dire, j'œuvre dans quel domaine dans l'entreprise dans laquelle je suis et est-ce qu'il y a des lois auxquelles je suis soumis? Et après ça, ben, est-ce que mes bases de données qui contiennent la plupart des informations sont protégées suffisamment pour respecter les besoins du cadre législatif dans lequel j'œuvre? Donc, on va regarder ce qui nous amène à la sécurité des systèmes d'information, hein, parce que l'informatique traite d'information et au niveau général, on parle de SI qui est système d'information. Et on doit comprendre qu'il est impossible que l'information ne se diffuse pas à moins qu'elle n'existe pas. Si elle existe et qu'elle est stockée, il y a théoriquement façon que quelqu'un l'atteigne. Donc, si on se regarde, ici, on doit faire une analyse de risque pour savoir mon information. Bien, est-ce qu'elle est confidentielle? Puis combien confidentielle elle est? Par là, vous comprenez que confidentialité veut dire accès. Donc, est-ce qu'elle est assez protégée? Dans le cas d'une BD, c'est est-ce que les privilèges sont donnés aux bonnes personnes? C'est pas juste est-ce que j'ai des privilèges? Oui, mais c'est qui les possède? Ensuite, son intégrité. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des règles, des contraintes d'intégrité référentielle? Contraintes d'intégrité référentielle, c'est du traitement qu'on impose sur les données pour être sûr qu'elles sont bonnes. Sa disponibilité. Ceux qui sont dans l'infrastructure comprendront que je dois rendre l'information disponible pour mes utilisateurs. Si je ne fais pas de copie de sûreté et que je perds mon serveur, je vais avoir un problème de disponibilité. Son utilisation conforme aux règles, bien, je vous ai montré quelques lois qui peuvent s'appliquer dans le cadre de, bon, ben, si tu travailles pour une banque, entre autres, c'est le PCI, Payment Card Information. Si tu travailles dans le domaine de la santé, c'est HIPAA. Donc, il y a un travail à faire pour comprendre c'est quoi les règles dans mon domaine. Et finalement, on doit être capable de tracer l'utilisation de l'information. C'est grâce à la traçabilité, souvent, que tu es capable de te rendre compte d'une brèche. Pas de traçabilité, tu n'es même pas en mesure de voir qu'il y a eu brèche d'information. Là, on va passer un après l'autre. Donc, quand on parle de confidentialité, il faut que vous répondiez à ces questions-là. Et là, il y en a plusieurs. Qui a accès, par exemple, à la liste des clients? Comment on protège l'accès? Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui sont DBA? Est-ce que, par exemple, les numéros de carte de crédit sont chiffrés? Si ils sont chiffrés, c'est-tu chiffré au moment du stockage? Est-ce que ma connexion qui prend l'information du client pour se rendre jusqu'à moi, elle est chiffrée pour éviter les attaques de men in the middle, personnes dans le milieu qui pourraient venir lire l'information? Et ça, il y a quand même plusieurs lois
qui nous forcent à protéger la confidentialité des informations qu'on possède au niveau des individus. Donc, les lois canadiennes, déjà, si tu transiges avec des individus, tu gardes l'information, tu as un travail important. Donc, on a la confidentialité, ici on la voit en détail, l'intégrité. Quelles sont les mesures pour s'assurer que l'information est bonne? Bien, premièrement, oui, il y a qui peut la modifier, parce qu'on a vu tantôt, entre autres, puis là, j'ai besoin que vous fassiez des liens entre les privilèges, par exemple, puis ça. Parce que tantôt, on regardait la confidentialité. Dans ce cas-là, on n'est rien qu'intéressé au select. Hein, on voit que des privilèges d'objets, de select, nous dit qui a accès à l'information. Les privilèges d'update, delete viennent nous aider au niveau de l'intégrité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la modifier à un mauvais moment? C'est quoi les contrôles? On va voir qu'il est possible de faire des contrôles dans une base de données pour contrôler lorsque l'information est modifiée, c'était quoi la valeur avant, c'était quoi la valeur après. C'est quoi la piste de vérification que je vais être capable de vérifier? Est-ce que je vais permettre à de l'information, par exemple, de mal se modifier? Donc, est-ce que mes contraintes de clés étrangères qui font les liens entre l'information sont activées? La disponibilité. Je trouve ça intéressant comme façon de voir, parce que tous ceux qui sont en infrastructure là, savent très bien qu'un jour, il faut que je fasse des mises à jour. Si je fais des mises à jour, qu'est-ce qui se passe pour la disponibilité de l'information? Point d'interrogation. Ensuite, si je te dis que ton système est disponible 99% du temps, peut-être que comme ça, tu dirais, ouais, ben, c'est pas payé en tout. C'est un système disponible 99% du temps. Ouais, si c'est Amazon, là, 99% du temps, là, c'est 15 heures d'indisponibilité par année. C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas été capable de placer une commande sur Amazon? Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà arrivé? Alors, vous voyez que les métriques qu'on utilise pour notre laptop, s'il est disponible 99% du temps, on serait très heureux. C'est peut-être pas les métriques qui vont être utilisées pour rendre un client comme Amazon heureux. Lorsque tu vas être audité par une firme externe, que ce soit PCI ou IPA ou même ISO, il va falloir que tu montres que tu es capable de répondre aux questions qui a accédé à l'information et à quel moment. Ensuite, comment on protège la piste de vérification dans laquelle ça c'est. Donc, on n'a pas rien qu'à avoir une piste de vérification. Il faut démontrer que la piste de vérification est protégée. On va voir ça dans le cadre du cours. Et après ça, est-ce qu'on les regarde, les logs, qu'on les analyse? Est-ce que le log a beau me dire qu'il y a eu des accès illicites ou des logins 150 fois sur le même compte avec le mauvais mot de passe? Si tu ne t'occupes pas de les regarder ou d'avoir un système qui les regarde, ben dans ce cas-là, tu es en trouble. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des systèmes de log. Donc, et on comprend que ce qui s'applique pour les données corporatives de finance et ce qui s'applique pour un document Word chez vous, c'est pas pareil. Donc, la première question auquel doit répondre, puis ça, c'est des questions que vous devez savoir poser, mais c'est le gestionnaire qui va te le dire. Là, c'est quel actif informationnel, je parle d'information ici, on devrait protéger. Parce qu'il y en a, là, les états financiers, c'est peut-être très important. La liste des clients, hyper important, c'est probablement ce que tu en mets en premier. La liste des produits, ben non, on publie des catalogues, on les rend disponibles, c'est moins important. Ensuite, si tu perds tes états financiers, tu es une compagnie publique parce que quelqu'un y a accès, c'est quoi les impacts? Tu te poses la question, c'était quoi l'impact sur Desjardins de perdre l'information confidentielle des utilisateurs comme il est arrivé?
Ça a été quoi l'impact sur Desjardins si je vous pose la question? Une perte de confiance. Et de un. Ensuite, mais ça fait quoi, ça, au niveau monétaire, une perte de confiance? Perte de clients et d'argent. D'argent, ouais. Oui, il y a eu des pertes de clients, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens qui ont fermé leur compte chez Desjardins en disant « Moi, plus jamais je perdrai de l'information. » Ensuite, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont reçu une lettre de Desjardins? Oui, moi. Oui, moi, j'ai ici. Et qu'est-ce Oui, qu'ils merci. t'ont offert, Desjardins? En protection. Ah ah! Tu penses-tu que c'est gratuit, ça? Non, Non, bien. c'est pas gratuit. Et voilà. Donc, ils ont perdu des clients. Leur image de marque a été ternie parce que les gens ont moins confiance. Et en plus, ils ont été obligés de payer Equifax pour qu'ils donnent aux utilisateurs qui ont subi une brèche d'information confidentielle une protection. T'aurais-tu aimé ça, travailler chez Desjardins dans ce département-là? Non. Pour vous aider, le directeur TI de Desjardins a démissionné à peu près 6 mois après. C'est pas un accident. Alors, il faut que vous compreniez que les questions, on va le voir appliquées sur une BD, appliquées sur de la programmation, mais vous devez comprendre que ces questions-là ne sont pas à prendre à la légère. Et là, c'est un gestionnaire qui a payé le prix par sa job. C'était à lui de prendre les moyens pour vérifier piste d'audit. Entre autres, chez Desjardins, ça faisait plusieurs semaines que l'information avait été volée. Lorsqu'il s'en sort, il y a quelqu'un qui a lu les logs et qui a dit il y a un problème. Donc, il n'y avait pas de monitoring de log actif. C'est quelqu'un qui a regardé la piste et qui a dit oh, il y a de quoi de pas normal ici. Trop tard. Junior, tu avais une question. Oui, est-ce que ces pertes de données-là, comme on voit la question, ça dit les impacts de cette perte-là, est-ce que ça aura des impacts à long terme, genre vraiment à long terme, ou c'est juste, tu sais, on a eu des impacts en ce moment, nos informations ont été perdues. Est-ce que ces impacts-là pourraient-ils subvenir plus tard, tu sais, Ben, dans 5 ans, je ne sais pas? J'aime ça ta question, Junior. Si je te, entre autres, c'est Alexandre qui a dit l'image de marque a été ternie parce que les gens ont moins confiance. Est-ce que tu crois que c'est un impact juste à court terme, ça, ou c'est un impact à long terme, la perte de confiance? Moi, À selon long moi, terme. à long terme, ça, oui, à long terme. Donc, ça répond à ta question. Surtout si tu es une institution bancaire, écoute, tu vas porter, mettons, beaucoup de ton argent dans une institution bancaire, ben, tu comprends que si quelqu'un dit ouais, moi je voudrais mettre chez Desjardins, tu vas peut-être même dire écoute, moi je veux juste te dire, il y a 3 ans, ils ont perdu mon information, et puis là, tu as peut-être eu un vol d'identité d'associé à ça, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça se peut. Alors, c'est de comprendre que les impacts, t'en as à court terme, t'en as à long terme. Donc, c'est quel actif, c'est quel impact si jamais quelqu'un y a accès. À partir de là, là, on descend dans la pyramide. C'est quoi que je veux protéger? Comment ça me fait mal si ça ne l'est pas? Puis après ça, c'est quoi les menaces qu'il y a sur ces actifs-là? Et là, je suis sûr que Desjardins avait fait une étude exhaustive de dire faut pas que par le web, ce soit disponible. On va mettre un pare-feu, une zone démilitarisée. Ces serveurs-là vont être en arrière. Je ne permettrai pas d'accès VPN. Puis là, on a un travail terrible pour régler les problèmes de sécurité du périmètre. On a oublié. Combien de pourcents d'attaques viennent de l'interne, je vous ai dit tantôt? 50%. 50%. Alors, si le gestionnaire en charge n'a pas pris compte
de comment on pouvait accéder à l'interne à ces données-là, tu comprends pourquoi il n'y a plus d'emploi aujourd'hui. Donc, ça a causé un gros préjudice à Desjardins. Et quand ils ont regardé les politiques, ils ont dit, oh, mais. Et là, c'est pure spéculation. Je n'ai pas eu le débriefing de Desjardins, mais j'ai une bonne idée. C'est qu'on s'est prémuni contre les menaces externes énormément et on a oublié que si on avait quelqu'un à l'interne qui était une personne mal intentionnée, s'il avait accès à cet équipement-là, il pouvait sortir l'information sur une clé USB. Alors, un coup que c'est ça, et tout ça, là, ces questions-là nous amènent à prioriser. Là, parce que vous allez dire, monsieur, moi, là, je regarde ça chez Desjardins, il doit y avoir des millions de risques que de l'information soit volée. Effectivement. Et là, il y a des affaires qui sont très importantes à sécuriser, des affaires qui sont moyennement importantes, des affaires qui ne sont pas importantes. Et vous êtes obligé d'établir une liste de priorités avec votre gestionnaire. Toutes les réponses, c'est quoi les menaces? Puis il va te dire c'est quoi les actifs. Puis ensemble, vous allez essayer de figurer les impacts. Moi, je poursuivrai encore un petit 10 minutes, puis je terminerai à 17h45. Est-ce que ça vous convient? Pas de problème. Ouais, c'est bon. OK. Donc, on continue. Alors, l'IT-Sec te donne des critères pour t'aider à évaluer ça. Alors, on va aller voir IT-Sec. C'est quoi? C'est... Hop. Alors, l'IT-Sec, c'est un regroupement. Puis IT pour Information Technology, SEC pour sécurité. Ah non, j'en ai un ici. Alors, quand on parle de sécurité, il faut quand même être en mesure de trouver c'est quoi les politiques puis mes règles qui vont gérer à l'interne mon information. Après ça, je vais me faire une politique de sécurité de l'information. Puis là, on va commencer à dire, OK, comment on va les protéger et c'est quoi les objectifs de sécurisation de l'information et comment on va le faire. C'est quoi les règles qu'on va faire? Par exemple, les utilisateurs chez Desjardins n'ont pas le droit de transférer sur leur poste plus que 20 kilooctets d'informations. Puis tous ceux qui dépassent ça, on devrait peut-être avoir quelque chose qui va allumer le numéro. Donc, une politique de sécurité, ça planifie la protection des actifs et votre travail, ça va être de dire comment on atteint les objectifs de sécurisation. Parce qu'en fait, le gestionnaire, lui, il ne sait pas, mais il sait très bien ce qu'il ne veut pas et il ne connaît pas le comment. C'est vous autres, avec vos compétences info, qui allez dire, bon, ben écoute, on va commencer à regarder ce qu'on peut faire pour s'assurer que les privilèges sont respectés, que les volumes sont respectés. Et ça va s'enchasser aux objectifs organisationnels. Puis après ça, ça va descendre dans chacune des activités, les finances, les ventes, et on va avoir après ça des politiques de chaque système. Fait que vous me dites, ouais, mais combien gros c'est ce document-là des politiques systèmes informationnels? Il y a des entreprises que ce document-là, il y a 400 pages. C'est sûr qu'il n'y a pas jamais personne qui travaille ces 400 pages. Tout est responsable de protéger la base de données des ventes. Ben, c'est dans ce cadre-là que tu vas être mis à escient. Donc, là, tu vas te poser les bonnes questions. Donc, on en a plusieurs. Je vous en ai donné en exemple tantôt.
vous n'avez pas besoin de les retenir. Donc, au bout, en haut, tu as une politique globale, puis après ça, tu as tes politiques par système. Qui va décider de faire ça? Bien, ça se fait au plus haut niveau dans l'organisation. Il faut comprendre que Desjardins en ont, mais la petite épicerie ou le dépanneur indépendant du coin n'en a peut-être pas. Mais si je vous pose la question, le petit dépanneur du coin, est-ce qu'il y en a de l'information qui pourrait être importante pour lui? Ben, des informations de paiement des clients s'ils payent par crédit débit. Oui, si je veux m'assurer que mon petit terminal TPV, il a bel et bien passé les transactions, je vais probablement garder un registre des transactions que je fais. Mieux que ça, j'ai peut-être besoin de connaître mon inventaire pour placer mes commandes à la fin de la journée. Fait que c'est sûr que les politiques de sécurité d'un dépanneur ne seront pas les mêmes que celles de Desjardins. Mais il y en a partout. Donc, dépendant où tu es embauché, même une petite entreprise qui embauche 10 personnes comme développeur, pensez-vous qu'elle ne veut pas protéger sa liste de clients? Donc, il y a toujours le travail, souvent, c'est que dans plusieurs organisations, les politiques ne sont pas rédigées. Quand on descend dans les plus petites entreprises, il y a un tas de trucs qui n'est pas rédigé. Puis toi, en tant que professionnel d'informatique, ton travail est à dire, écoute, moi, je suis responsable de sécuriser l'information, il faut que je sache c'est quoi les objectifs. Alors, il va falloir que, des fois, tu aides le propriétaire d'entreprise à se doter d'une politique informationnelle et de sécurité. Un coup que c'est fait, il faut que tu sois formé. Comme si tu vas chez Desjardins et tu travailles en informatique, ils vont te l'expliquer. Puis après ça, elle va s'adapter. Donc, il y a une communication qui est nécessaire. Et la politique, et c'est là où notre rôle de professionnel en informatique arrive, c'est comment on l'applique. Là, il y a eu des objectifs qui ont été établis, il y a eu des politiques, il y a eu des règles pour protéger nos actifs. Puis là, théoriquement, il y en a que ça va être des règles comportementales, comment créer des mots de passe compliqués, comment les changer régulièrement, comment ne pas sortir avec l'information confidentielle au risque de la perdre. Et nous autres, on va travailler sur les moyens techniques. Comprenez que malheureusement, c'est pas écrit dans la pierre sur une politique. Dépendant des dangers, des menaces, il est possible qu'on aille à retravailler, mais au moins, on a un objectif écrit. Si on prend, par exemple, là, vous me dites, OK, là, c'est bien beau les politiques, là, mais c'est très large. J'essaie de comprendre, monsieur, puis il me semble que j'y arrive pas. Bon, on va prendre une information qui sont les mots de passe. Et là, on va regarder la politique qui est rédigée là. Tous les usagers doivent avoir un identifiant unique et un mot de passe respectant la norme pour les mots de passe. OK, donc je vais avoir la norme qui va être rédigée. Les usagers ne doivent pas partager leur mot de passe. Les mots de passe ne doivent pas être écrits. Si un mot de passe est compromis, il faut le rapporter. Alors, qu'est-ce qui est technique là-dedans? Puis qu'est-ce qui est comportemental dans la politique? Allez, il nous reste 3 minutes. Il y a 4 lignes dans la politique. Qu'est-ce qui est technique là-dedans? Qu'est-ce qui implique une programmation, un ordinateur? Moi, je vois juste une ligne, là. La ligne 1. Le reste, là, les usagers ne doivent pas partager le mot de passe. Tu peux-tu contrôler ça en tant qu'individu, toi, technique? Non. Ah, Non. c'est sûr que. Non, Après, tu peux tu pas. donnes un mot de passe, si tu tires la personne, il ne partagera pas, là, mais peut-être qu'il n'aura pas accès à l'information.
Les mots de passe ne doivent pas être écrits. Tu contrôles ça? Si un mot de passe Non. est compromis, il faut le rapporter. Les 3 sur 4 qu'il y a là, c'est comportemental. Comment est-ce que toi, dans un département d'informatique, tu peux aider à ce que ça arrive? Les 3 sur 4. Avec un système de surveillance accru. Mais c'est dur, ça. Les usagers ne doivent pas partager leur mot de passe. Ouais, Tout je ce qui sais. est comportemental, ça doit être communiqué. C'est dur à renforcer. Vous ne pouvez pas l'écrire. Mais si tu reviens avec ton message, si tu fais des affiches, si tu fais de la formation pour dire en quoi ça c'est important et qu'est-ce que ça l'empêche, tu as une chance que les individus respectent les consignes. Pour ce qui est de la norme des mots de passe, identifiant unique, mot de passe. Question pour vous, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours passé qui va nous permettre de mettre un moyen technique pour que ça arrive? Authentification. On n'est pas loin. L'authentification sert du nom d'utilisateur du mot de passe. Le 2FA? Pardon? Est-ce que vous parlez du 2FA? C'est une méthode d'authentification. C'en est une. Et on va aller voir quelque chose. Et on va terminer là-dessus. Dans le cas de la base de données Oracle, on a un moyen technique qui s'appelle les profils. Un profil affecté à un utilisateur va vérifier l'ancienneté, l'expiration du mot de passe, le verrouillage, l'historique et la réutilisation et la composition et la complexité. Alors, je m'en viens ici. Ma norme, je vais l'écraser un peu par en haut. C'est bon. Ma norme ici, minimum de 8 caractères. C'est là dans la composition et complexité. Au moins une lettre, complexité. Au moins un chiffre, complexité. Doit être changé tous les 60 jours. Expiration. Doit être différent des 10 derniers. Historique et réutilisation. Donc, il y a des politiques qui sont là. Et dans le cas où on a besoin de moyens techniques, il faut que tu saches qu'ils existent. Alors, c'est pour ça que tu as cette formation-là. Parce qu'un jour, on dit d'implanter une politique. Si tu ne sais pas qu'Oracle a des profils, quelle chance que tu as de tomber là-dessus. Puis là, tu vas poser question. Comment on gère les mots de passe? Vous avez appris qu'il y a plusieurs modes d'authentification. Si les modes d'authentification d'Oracle, c'est géré par le système d'exploitation, dans ce cas-là, il va falloir que tu parles à la personne qui est responsable au niveau système d'exploitation pour lui demander est-ce que ça, c'est implanté ici? Parce que moi, je suis responsable des ressources informationnelles de la base de données des clients et on m'a demandé d'implanter cette norme-là. Alors, le cadre théorique dont je vous parle descend, puis après ça, il descend dans les moyens techniques. C'est là où est-ce qu'il faut que tu comprennes c'est quoi les outils de la base de données qui vont te permettre d'implanter les politiques. Il est 17h47. On a en masse couvert de matériel pour aujourd'hui. Y en a-tu qui ont des questions avant qu'on se quitte? Eh bien, il y aura un caout la semaine prochaine et le quiz dans l'autre semaine. Et je vais vous le confirmer, on a cours mardi. Donc, mardi, moi, je vais vous confirmer, d'après moi, que le mardi suivant, vous allez avoir votre premier quiz. Mais je vais aussi le publier dans les rangs. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Non. Non, merci. Parfait. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle fin de journée. Pour plaisir de se voir la semaine prochaine. À vous aussi, merci beaucoup. Merci, à la semaine À vous aussi, prochaine. monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Monsieur, le quiz, ça va être encore sur ce qu'on a appris. Le caout va être sur Le caout, oui. prochaine sur les utilisateurs, les privilèges. Parfait, c'est bon. Et le quiz va combiner architecture puis utilisateur privilège. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Merci. Bye.